D'édition, 27,5 millions d'euros. C'est le montant global de 2 accords de financement octroyés à l'éducation, un appui de l'Agence française de développement pour promouvoir l'éducation et l'apprentissage des jeunes en Guinée. Et puis une mission du ministère de l'Agriculture est en train de parcourir des grands bassins de production. C'est pour évaluer les effets de la pandémie sur la campagne agricole 2020. Fodé Camara sera dans ce journal pour nous faire le point. Enfin, débat entre pouvoir public et hommes de médias sur la loi L002 sur la liberté de la presse en Guinée. Se comprendront-ils ou pas sur les principes consacrés par cette loi? Ansoumane Toumarine Camara sera aussi dans cette édition pour nous en parler. Si tu es là pour les titres, bonsoir, merci de préférer la RTG pour vous informer. Tout d'abord, ce décret du chef de l'État, décret D 2020 095 PRG SGG portant changement de dénomination de l'Institut supérieur des arts de Guinée. Le président de la République décrète, article 1er. L'Institut supérieur des arts de Guinée, en abrégé ISAG, est dénommé Institut supérieur des arts Mori Kanté Isamk de Dubreka. Article 2. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et le ministre de l'Économie et des Finances sont chargés, chacun en ce qu'il concerne, de l'exécution du présent décret. Article 3. Le présent décret qui abroge toute disposition antérieure contraire sera enregistré et publié au journal officiel de la République, Conakry, le 27 mai 2020. Signé professeur Alpha Condé. Je vous le disais dans les titres, 2 accords de financement d'un montant total de 27,5 millions d'euros sont scellés pour promouvoir l'éducation et l'apprentissage des jeunes. C'est un appui financier de la France à travers l'AFD. Mohamed Seyarsouma. Mobilisation pour l'activation du programme décennal de l'éducation. 20 millions d'euros sont déjà accordés à la Guinée. Le secteur de l'enseignement sera également dopé d'un financement additionnel de 7,5 millions d'euros. Un montant réservé au renforcement des capacités de 200 enseignants. En plus du français, l'informatique figure parmi les besoins du moment. Covid oblige. La crise actuelle du Covid-19 rappelle aujourd'hui le besoin impérieux d'enseignants autonomes, bien formés, capables de s'approprier les outils numériques. D'où l'intérêt de ces actions qui permettront aux enseignants sélectionnés d'acquérir des compétences en matière de formation à distance. Et de manière générale, en adéquation avec les priorités du PRODEG en matière de coopération éducative, la France s'appuie également sur un outil comme l'Institut français, grâce auquel elle met en œuvre des actions de renforcement de capacité auprès de publics variés et participe à l'insertion de jeunes diplômés guinéens. Ces nouvelles ressources financières vont s'ajouter au budget sectoriel de l'éducation. Un appui qui va couvrir l'enseignement à tous les niveaux. Le défi est grand et les mesures s'imposent, histoire d'harmoniser les différentes contributions. Ces financements seront mis en œuvre à travers un nouvel instrument financier, à savoir le budget d'affectation spéciale, BAS, à plusieurs partenaires techniques et financiers alignés sur la politique nationale du secteur de l'éducation. À côté de l'AFD, l'UNICEF contribuera également à ce fonds commun, ainsi que le partenariat mondial pour l'éducation dont l'AFD sera le futur délégataire. À travers cette signature, 27,5 millions d'euros vont être mis au service de l'éducation et à l'apprentissage de la jeunesse guinéenne. Les annonces de financement sont encore très importantes. Elles représentent plus de 90 millions d'euros, selon le diplomate français. Éducation toujours avec la mise à disposition d'une plateforme digitale par l'Institut supérieur des sciences de l'éducation de Guinée, ISEG. Elle va servir à donner des cours par Internet aux étudiants bloqués à la maison pour cause de Covid-19. Amadou Touré, reportage. Le groupe pédagogique de l'Institut supérieur des sciences de l'éducation de Guinée travaille à la modernisation de son système de formation. L'institution s'est dotée d'une plateforme numérique permettant d'assurer la continuité pédagogique
Pendant cette période de pandémie marquée par l'arrêt des cours, le personnel enseignant se familiarise avec la nouvelle technique de formation à distance. Nous nous engageons dans un processus de qualification de nos activités. Nous avons réformé nos programmes qui dataient d'il y a très longtemps et nous avons qualifié des activités et nous continuons à intervenir sur le terrain de l'éducation que nous connaissons. Et voilà donc ce qui motive la mise en place de cette plateforme. Cette plateforme soit développée à l'ISEG, ça va nous permettre de reprendre nos cours avec nos étudiants qui sont à distance. Ils vont prendre les cours et puis ils vont continuer la formation. Comme une fenêtre sur le monde, cette nouvelle plateforme digitale améliore la visibilité de l'ISEG sur la toile. Au-delà de la formation à distance, elle devient un outil performant de recherche pour les étudiants et autres chercheurs. Nous élaborons des mémoires avec nos étudiants, nous encadrons. Il est possible de placer les mémoires et les thèses sur cette plateforme afin qu'elles soient consultées, utilisées par des personnes qui se trouvent partout dans le monde. Ensuite, il est possible, à travers cette plateforme, d'encadrer des étudiants à distance qui ne sont même pas ici à l'IGEC parce qu'aujourd'hui, avec le coronavirus, nous sommes dans la logique d'une formation à distance. Nous avons des étudiants de master qui sont actuellement à l'intérieur, avec lesquels on continue à travailler à distance à travers cette plateforme. Et ça va continuer après la crise parce que, entre-temps, les cadres sont en train d'être formés à l'utilisation de cette plateforme afin qu'il y ait une pérennisation par la suite. Le système vient encore essayer d'alléger un peu le travail des enseignants. C'est-à-dire quoi? Un enseignant à travers la plateforme peut numériser son cours et la mettre en ligne. Et quand le cours est en ligne, tous les étudiants peuvent avoir accès au cours à travers leur téléphone. Une fois que l'étudiant a le cours dans son téléphone, quand l'enseignant vient en classe, au lieu de passer tout son temps à dicter le cours, au contraire maintenant, il passe tout le temps presque à faire les exercices, à faire les travaux pratiques, qui est encore beaucoup plus pédagogique que de dicter simplement. Conçue par le groupe Magoué Technologies, cette application didactique permet au personnel d'encadrement de l'ISEG d'améliorer la transmission du savoir aux apprenants à tout moment et à tout lieu. Aucun domaine n'est épargné par les conséquences du coronavirus. Dans le monde agricole aussi, une mission du ministère de l'Agriculture est en train d'évaluer les effets du coronavirus sur la campagne agricole 2020. Il est question de trouver des solutions pour les différents segments de l'agriculture, de la production à la commercialisation. Fodé Camara. Grande capitale du monde rural, la renommée de Kindia sort de ses frontières à cause des fruits puisés à l'étranger, comme cette variété de mangue dénommée Kate. Des mangues certifiées, conditionnées, avec des exigences de traçabilité par la compagnie fruitière de Daboya, un district de la commune rurale de Frigiabé. Pour écouler les fruits de leur dur labeur, près de 400 planteurs trouvent des débouchés grâce aux activités de cette unité agro-industrielle. Malgré la passion de ce partenaire français pour la Guinée, le chiffre d'affaires de cette unité est revu à la baisse à cause des effets du coronavirus. Moi, la première fois que je suis venu en Guinée, c'était en 2007. Donc voilà, tombé dedans quand j'étais petit. Et après, j'ai bien aimé le pays. Beaucoup de potentiel, un potentiel énorme. Des gens qui sont vraiment gentils et qui sont volontaires. Donc c'est pour ça qu'on est en Guinée. Alors 2018, on a eu une exportation, une moyenne, en total de plus ou moins 1100 tonnes. 2019, on était à 750 tonnes. Et donc cette année, dû au coronavirus principalement, on est à peine à 120 tonnes actuellement. Comme l'illustre l'image de ces machines qui tournent au ralenti, le business en berne de cette unité de conditionnement est l'un des thermomètres qui permet de mesurer l'impact de l'épidémie sur l'économie rurale. Selon les statistiques, au-delà des planteurs, les revenus des pisteurs et des transporteurs sont aussi touchés, sans oublier les avantages de plus de 300 employés permanents et saisonniers, un personnel réduit au strict minimum. Cette entreprise, on va la signifier tout de suite, utilise au moins 350 employés, donc qui comprend les pisteurs, les récolteurs, les travailleurs permanents. Donc ça, c'est une perte d'emploi. Et la plupart, à 80 à 60%, c'est les femmes qui y travaillent. Donc chacun trouve, si vous prenez les 300, vous les multipliez au moins par 7 personnes par ménage, vous voyez ce que ça te fait, ça t'amène auprès de 1000 emplois perdus et ça joue sur le revenu des gens pour faire subvenir à leurs besoins familiaux.
Mais en dehors de ceci, il y a deux à trois autres compagnies fruitières qui sont là, qui sont dirigées par des Guinéens, à Koya et à Kindia ici, donc qui avaient aussi une prévision, et la COPEF, la coopérative des planteurs fruitiers, des exportateurs de Kindia, qui devrait aussi envoyer 70 tonnes par avion. Et cette année, cette prévision, on ne peut pas la réaliser. Et vous voyez tout ce qui se passe ici actuellement, donc ils ont travaillé en dents dessus. C'est 2 mois d'activité, ils n'ont pu faire qu'un mois. Sous l'instruction du président de la République pour une riposte d'urgence touchant toutes les filières, une mission du ministère de l'Agriculture sillonne les grands bassins de production des différentes régions, de Kindia à Zérékoré, en passant par Boké, Mamou, Labé, Farana et Kankan. Nous savons, quand la ministre nous a instruit d'effectuer cette mission, c'est pour pouvoir documenter le plan de riposte. Et on avait des déclarations, des idées reçues. Maintenant que les cadres du ministère de l'Agriculture ont touché du doigt, ont fait certaines évaluations sur le terrain, je pense que tous ces ingrédients-là permettront au ministère de l'Agriculture de planifier son plan de riposte, son plan d'accompagnement de la production agricole, notamment les producteurs les plus touchés, les producteurs de légumes et de fruits et de pommes de terre, et comme vous l'avez constaté, ont été sérieusement impactés par cette pandémie. Au niveau de la chaîne de valeur des différentes filières, les circuits de commercialisation sont bouleversés. Ce programme multidimensionnel d'assistance d'urgence vise à conforter la résilience du monde rural. Là-dessus, le discours du président du 15 mai dernier rassure les producteurs. Vous ne pouvez pas imaginer la joie qui a animé l'ensemble des acteurs de la filière. Ce n'est même pas seulement les planteurs, mais tous les autres. Le simple fait que le chef de l'État ait parlé d'accompagner, d'appuyer la filière ananas le matin, de la nuit jusqu'au matin, c'était la joie. Tous les planteurs sont venus, on s'est réunis, tout le monde était vraiment content, immensement content de savoir que le chef de l'État pense à nous. Donc, c'est pour dire d'abord merci à son Excellence Monsieur le Président de la République, mais il y a des problèmes d'urgence. Les problèmes d'urgence, c'est vraiment ce qu'il faut très rapidement faire, voir comment accompagner notre filière. Vous savez que nous sommes maintenant, nous rentrons en plein fouet dans la grande campagne de production. Nous avons des projections pour cette année. On devait faire arriver autour de 800 hectares. Mais vous voyez, avec l'impact de cette épidémie, ça va être très compliqué pour les planteurs parce qu'aujourd'hui, les revenus manquent. Virus invisible, virus imprévu, le coronavirus a affecté tous les circuits de commercialisation et a complètement changé les habitudes du monde rural. Aujourd'hui, la principale équation à résoudre en pleine campagne 2020 est de chercher à rétablir l'équilibre et à répartir sur de nouvelles bases pour sauver des filières porteuses, notamment des filières liées aux produits périssables. Fodé Camara, par ailleurs, pour une alimentation saine, dépourvue de tout risque de contamination Covid-19. Le ministre de l'Élevage aussi interpelle les bouchers de l'abattoir de Kakimbo, c'est dans la commune de Ratoma. Ces derniers sont invités à revoir les conditions d'abattage des animaux dans le strict respect des gestes sanitaires. Moussa Bangora, reportage. Préoccupés par l'alimentation des populations en cette période de crise sanitaire, des cadres du ministère de l'Élevage se sont rendus à l'abattoir de Kakimbo, dans la commune de Ratoma. Les conditions d'abattage des bœufs, l'hygiène alimentaire et le respect des gestes barrières afin d'éviter la pandémie du Covid-19 sont entre autres sujets débattus sur le terrain. Je vous exhorte à être extrêmement prudent. Observer les mesures barrières pour éviter de capter cette maladie. Parce que vous, étant éleveur et boucher, le risque est encore élevé pour la population. Parce que si vous le captez, c'est une maladie qui peut attaquer vos animaux à travers vous. L'abattoir, comme vous pouvez le constater, c'est un lieu important d'attroupement, de regroupement des gens. Vous avez vu, même là, on est en train de veiller un peu à la distanciation. Donc ça peut être un lieu où la contamination peut vite aller. Et il est même prouvé à travers le monde
qu'il y a eu beaucoup de contamination au niveau des abattoirs. Aux États-Unis, par exemple, on l'a vu, et dans d'autres localités. Pour le bien des citoyens, les bouchers s'engagent à respecter les consignes données par le ministre. Ils ont par ailleurs plaidé pour la facilitation du transport du bétail vers la capitale Conakry. Vraiment, on est très content de ça. On va respecter. Il a trouvé qu'on a des programmes sur ça. Regardez le monde, il n'y a pas quelqu'un qui n'a pas fait le max. Toujours, on va renforcer les sensibilisations pour qu'on fasse ce que les États disent. On demande les États de nous aider pour libérer les bœufs et les moutons, les chèvres sur la route. Mais si les camions viennent garer à 21h, rester jusqu'à le matin, c'est à cause de ça les bœufs morts dans la véhicule, est-ce que vous comprenez? Ou les moutons. Regardez seulement le fait la viande a monté. C'était 45 000 le kilo au marché. Maintenant, pourquoi le kilo a venu 50 000? En guise d'accompagnement des acteurs de la filière, des kits de lavage de mains et de masques de protection ont été distribués. Les prochains jours, les lieux seront pulvérisés afin de contrer la pandémie et protéger les populations. À la maison centrale de Conakry, 47 des 66 détenus touchés par le Covid-19 sont déclarés guéris. Ce succès est le résultat du bon fonctionnement du dispositif sanitaire sur place. Pour conforter ce bon résultat, le Rotary Club International fait un don de 2000 masques de protection, du savon et des kits améliorés de lavage des mains. N'est-ce pas, Mamadi Terna Kamisoko? À la maison centrale de Conakry, la population carcérale est également touchée par le coronavirus. 66 cas positifs sont notifiés parmi les détenus dépistés. L'implantation d'un centre de traitement sur les lieux a facilité la prise en charge des malades. Selon les médecins, les patients répondent bien au traitement et plus de la moitié des cas confirmés sont déclarés guéris. La situation est maîtrisée parce qu'en collaboration avec l'Agence nationale de sécurité sanitaire, nous avons eu à réaliser 457 dépistages. Sur les 457 dépistés, nous avons 66 malades. Ils répondent très bien au traitement parce que déjà il y a eu 47. Parmi les 66 malades qui ont été hospitalisés, ont été guéris. Donc vraiment c'est une lueur d'espoir pour vraiment la prise en charge au niveau de la prison. Même si le dépistage des 1400 détenus est envisagé, les autorités et les partenaires misent sur le renforcement des barrières sanitaires à la prison centrale de Conakry. Le Rotary International vient appuyer le dispositif de prévention déjà mis en place par l'octroi de 2000 masques, du savon et de kits améliorés de lavage des mains. Donc nous avons pensé à la maison centrale à cause des conditions que nous savons tous et la promiscuité. C'est une population très vulnérable. C'est en substance à cela que nous avons opté venir en aide à cette population carcérale afin de limiter la propagation. Et comme on l'a dit, c'est une phase d'une série d'actions que nous allons mener pour cette période de repos. Cette assistance réconforte les autorités de cette maison de détention qui souhaitent rompre au plus vite la chaîne de transmission de la maladie. Cela nous prouve à suffisance aujourd'hui que les hommes-là qui font l'objet d'une mesure privative de liberté ne sont pas abandonnés. Au jour d'aujourd'hui, honnêtement, on ne se sent pas abandonné. Aujourd'hui, les efforts déployés par l'ANSS et ses partenaires concourent au contrôle de la pandémie. Un défi qui passe aussi par le dépistage de l'ensemble du personnel de la principale maison d'arrêt de la capitale. Encore des kits sanitaires, mais cette fois pour le centre d'entraînement des opérations de maintien de la paix de Samoroya. C'est un don du programme des Nations Unies pour le développement pour la sauvegarde de la santé des troupes en déploiement au Mali en cette période de crise sanitaire. Reportage lieutenant Fodé Aboubakar Bangoura, correspondant de la presse militaire. Préserver la santé des différentes troupes guinéennes en déploiement au Mali pour les opérations de maintien de la paix en cette période de Covid-19 est l'un des objectifs fixés par l'état-major général des armées. Pour concrétiser cela, il vient de recevoir un don de kits sanitaires composé des cartons de savon Diama, eau de javel, des solutions hydroalcooliques et de masques grand public. Ces précieux acquis seront utilisés pour assurer la protection des hommes qui se préparent à aller défendre la paix au Mali.
Appuyé par le programme des Nations Unies pour le développement, ce don s'inscrit dans le cadre du soutien des efforts de la Guinée dans les opérations de maintien de la paix. Comme ces contingents doivent aller sur le terrain dans les conditions meilleures pour pouvoir défendre l'intégrité du territoire malien, nous ne pouvons pas rester en tant que partenaire de l'État guinéen sans intervenir pour protéger ces contingents. Des phases de formation du personnel dans le cadre de pré-déploiement ne peut être effectué dans le contexte du moment lié au Covid-19 si des mesures sanitaires et barrières ne sont pas prises. Et ceci viendra renforcer ces différentes mesures au niveau de ce centre et cela permettra aux hommes de continuer leur formation pré-déploiement dans le vrai sens du mot. Dans les jours à venir, une équipe médicale du centre d'entraînement des opérations de maintien de la paix passera à l'action pour la sensibilisation des soldats de la paix contre le Covid-19. Dans l'actualité également, une mission humanitaire du ministère de l'administration du territoire est en ce moment à Mamou et à Farana. Elle est allée apporter une assistance aux victimes des catastrophes survenues récemment dans ces zones. Mohamed Lamine Kamara, Abdul Razak Souma. Hermakonon et Bendou, des localités de la préfecture de Farana. L'une a été ravagée par un incendie et l'autre touchée par une violente tornade. Il n'y a pas eu de perte en vie humaine, mais des dégâts matériels sont considérables. C'est pour renforcer la chaîne de solidarité en faveur des victimes que le gouvernement, à travers le ministère de l'administration des territoires, apporte cet important don de 400 sacs de riz, de cartons d'huile et de savon. L'autorité nous a chargé d'apporter des vivres alimentaires et non alimentaires, plus un accompagnement financier à ces familles qui ont été touchées directement par les catastrophes. Et donc, c'est avec beaucoup d'honneur que moi je conduis cette mission. Et c'est le même honneur qui m'anime pour faire la remise officielle du don de l'État guinéen vis-à-vis de sa population touchée. Au-delà de ce don de vivres, la centaine de sinistrés a besoin de reconstruire les habitations détruites par les catastrophes. Face à cette situation, la mission a aussi présenté une enveloppe symbolique destinée aux victimes. Un ouf de soulagement pour les autorités locales de Farana. Tout le monde connaît que le président de la République, le professeur Alpha Condé, est sensible aux problèmes des populations. Et en recevant ce don, je vous donne l'assurance, au nom de M. le gouverneur, que ces dons-là parviendront sans aucun doute aux populations victimes qui sont donc les populations bénéficiaires. Auparavant, la délégation du ministère de l'administration des territoires et de la décentralisation s'était rendue à Mamou. Tout comme à Farana, un don de vivres et une enveloppe symbolique du gouvernement guinéen ont été présentés aux autorités locales. Une assistance humanitaire destinée aux sinistrés de la sous-préfecture de Kenyeko, récemment touchés par la tornade. Pouvoirs publics et hommes de médias pourront-ils s'accorder sur les principes consacrés par la loi organique sur la liberté de la presse en Guinée ou se résoudront-ils à la retoucher pour mieux l'adapter aux réalités du moment? Ce sont autant de questions qui sont encore sans réponse et qui sont actuellement en débat. En attendant, notre reporter Ansouman Toumani Kamara s'est penché sur les atouts et les faiblesses de la L002 sur la liberté de la presse en Guinée. Suivi. La loi organique L002, avec ses 187 articles, est le référentiel des activités des médias en Guinée. Elle a été révisée en juin 2010 par le Conseil national de transition. Cette loi s'invite dans des débats entre pouvoirs publics et hommes de médias. La nécessité d'une éventuelle modification de la loi sur la liberté de la presse s'oppose en Guinée. Aujourd'hui, nous avons pu observer à la pratique que cette loi commence à atteindre certaines limites. Le fait, par exemple, que de nouveaux
modes de communication ne sont pas pris en compte par cette loi. Il s'agit notamment des web TV et des web radios que la loi 02 sur la liberté de la presse n'a pas intégré. La HAC, le mandat de la HAC est arrivé à expiration. On doit renouveler les commissaires de la HAC et bien entendu élire un nouveau président. Il se trouve que l'organisation syndicale de la presse privée souhaitait bénéficier d'un représentant parmi les commissaires de la HAC. Malheureusement, la loi, dans sa mouture actuelle, prévoit que seules les associations professionnelles de presse peuvent désigner des représentants pour être membres de la HAC. Le terme association professionnelle de presse qui fait l'objet de débats là-bas a un sens générique qui désigne à la fois les organisations patronales pour les propriétaires des médias, donc les patrons, et les organisations syndicales pour les employés que nous sommes. Donc, il n'y a pas de débat à ce niveau. Le syndicat a bien sa place à la haute autorité de la communication. Dans son article 1er, la loi L002 donne libre cours à tout Guinéen de disposer d'une entreprise de médias. Un article mis en cause aujourd'hui par certaines associations de presse. Selon elle, la Guinée, dans sa situation actuelle, a besoin de médias de qualité animés par des professionnels libres, compétents et responsables. C'est surtout le statut du journaliste. Qui doit être journaliste, qui ne doit pas l'être. Vous voyez, tous ceux qui sont sortis de l'université et qui ne trouvent pas ailleurs où se trouver un boulot, se déversent directement dans la corporation. Ce qui fait qu'aujourd'hui, non seulement la corporation est inondée, mais on ne sait pas exactement qui exerce réellement dans les règles de l'art le métier de journalisme. Il y en a qui pensent qu'il faut apporter des retouches à cette loi. Nous, peut-être on ne va pas s'y opposer, seulement l'implication de l'ensemble des acteurs qui évoluent dans le domaine de la presse. Également, la loi sur la liberté de la presse exclut l'emprisonnement des journalistes pour tout délit commis dans l'exercice de la profession. Cependant, beaucoup de confrères ont souvent des ennuis judiciaires. La loi sur la cybersécurité et celle sur la liberté de la presse ne sont pas à confondre, précise ce tome de médias. Donc on pense que le journaliste, il n'est pas condamnable. Quand on parle de délit de presse, il est certes condamnable. Le journaliste, il est bel et bien condamnable lorsque le délit est établi. Sauf que, en contrepartie du temps qu'il devrait faire en prison, il y aura une sanction pécuniaire qui va se présenter et que la l'intéressé va payer. Et mettre la loi L002 de côté et faire recours à la loi L037. Parce qu'au niveau de cette loi, si le journaliste a fauté, il n'y a pas de protection, il va aller directement en prison. Parce que là, il s'agit de la sécurité, de la cybersécurité et de la protection des données à caractère personnel. La dépénalisation des délits de presse est un acquis en termes de droits de l'homme, en termes de démocratie pour la Guinée. Il n'est nullement question de revenir sur ce principe fondamental. En attendant un éventuel amendement ou modification de la loi L002 sur la liberté de la presse, experts et professionnels des médias guinéens ont du blé à moudre pour la bonne pratique du métier, avec un ton responsable et qui aide la population à participer positivement aux différents projets de développement du pays. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Soyez prudents, protégez-vous en adoptant des gestes qui sauvent du coronavirus. Bonsoir et à demain. Remise de chèques aux gagnants de la course du vendredi 22 mai. Ils sont 41 parieurs à trouver dans l'ordre l'arrivée officielle du Quintet Plus avec un montant global de 280 millions de francs guinéens. 2806 parieurs ont également remporté le bonus 4 au compte de la même journée. Depuis la reprise des courses européennes et dans cette période de pandémie de Covid-19,
que nous vivons tous. La LONAGUI, avec son mécanisme de cumulation des caillottes qu'on appelle NAFOLI, a mis en place le vendredi passé 231 millions. Et les 231 millions, en cette période difficile, il y a 41 parieurs qui ont remporté. Les 41 parieurs se sont partagés près de 300 millions. Chacun a eu 7 millions. Et rien que le bonus 4, vous savez, le bonus 4, c'est un rapport spécial qui a été instauré par la LONAGUI, qui n'était pas avant payé, c'est-à-dire tous les parieurs qui avaient les 4 premiers de l'arrivée du Quintet ont cette prime qu'on appelle bonus 4. Il y a plus de 2800 parieurs qui ont remporté. Depuis la reprise de la course européenne, nous sentons déjà une certaine amélioration. Donc nous invitons à nos aimables parieurs de venir massivement vers les kiosques, de renouer avec leurs jockeys habituels, leurs drivers habituels, car les courses européennes sont déjà en place. Je suis très content et très heureux. Et je voudrais aussi que mes amis parieurs aient la chance là, parce que alors là, si je fais partie des gagnants, c'est une fierté pour moi. Ça va m'encourager encore de participer à ces jeux. J'avais des projets, mais je crois que c'est des études à faire pour l'utilisation de ce gain. J'ai toujours dit que la chance, ça viendra, mais au bout de l'effort, dans la patience. Et j'invite aussi tous mes amis parieurs d'être patients, parce que quand tu es patient, je crois que tu trouveras la solution. Cette dynamique de relance des activités s'explique selon les travailleurs par une organisation participative mise en place par la directrice générale. Il fallait être une dame comme Aminata Sylla pour oser engager l'État dans l'exploitation du segment de jeu qu'on appelle Paris Mutuel de Lubin. Elle a fait le 6 août 2019 et je peux vous rassurer que le retour que nous avons des parieurs est un retour positif. Parce que depuis cette date, jusqu'à là où nous sommes, la confiance n'a cessé de grandir chez les parieurs vis-à-vis de la LONAGUI PMU, parce qu'on voit, le directeur technique vient de vous l'expliquer, combien de fois les gains ne font que grimper. Et pour cela, la LONAGUI PMU entend continuer dans ce sens, parce que nous savons bien, et ils le savent aussi, que nous avons fait du chemin. Nous en avons encore à parcourir avec des beaux jours qui nous attendent. Mais l'autre objectif, il reste constant, il reste le même, c'est de garder la confiance que les parieurs ont placée en nous, mais surtout rendre les parieurs prospères, vaincre quelque part la pauvreté et nous engager aussi dans le développement de la Guinée. En dépit de la crise économique conjoncturelle marquée par le ralentissement des investissements, les responsables du PMU LONAGUI ont injecté pour la seule journée du vendredi 22 mai la somme de près d'1 demi-milliard de francs guinéens. Objectif, aider les parieurs à bien traverser cette période de crise. Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous avons enregistré 88 cas positifs sur un échantillon de 385, soit un indice de positivité de 23%, ce qui porte le nombre de cas enregistrés à date à 3446 cas en Guinée. Toutefois, nos services continuent à suivre
953 personnes et 8 993 personnes sont sorties du suivi. Toujours 41% de les cas confirmés disent avoir été en contact étroit avec un malade. Quant à l'hospitalisation, nous avons actuellement 756 personnes hospitalisées sur une capacité d'accueil de 1000 lits, dont 403 à Donka, 23 au camp Al-Fayaya, 127 à Nongo, 62 à Kénien, Bessia 46 et 19 à la maison centrale, 30 autres à Kindia. Malheureusement, nous avons enregistré un décès, ce qui porte le nombre de décès à 21. Nous avons heureusement aujourd'hui 112 personnes sorties guéries de ces sites de prise en charge, ce qui porte le nombre de sorties guéries aujourd'hui à 1895 personnes sorties guéries. Toutefois, 19 personnes restent hospitalisées en soins intensifs à la réanimation, ce qui porte le nombre de passages dans ce service à 73 personnes depuis le début de la maladie. Quant aux activités communautaires, elles continuent dans les différents quartiers de la ville de Conakry. À date, nous sommes à 383 000 masques distribués et plus de 186 ménages visités et plus de 21 000 kits de lavage de mains installés. Mesdames et messieurs, nous vous informons de l'augmentation de la capacité d'accueil du site spécial de la maison centrale qui compte désormais 150 lits. Comme vous le savez, l'ouverture de ce site fait suite à la détection des cas positifs de Covid-19 au sein de la population carcérale. La mise en place de ce dispositif contribue à lutter contre la propagation de l'infection et à améliorer les conditions de prise en charge de cette population carcérale. Hier, 47 personnes sont sorties guéries sur le site de prise en charge de la maison centrale. Ceci s'explique par le suivi du protocole de traitement et la qualité de la prise en charge au sein de cette population carcérale. Actuellement, nous avons encore des patients hospitalisés. Nous avons entrepris d'autres actions au sein de cette collectivité. Nous avons fourni plus de 2118 masques recyclables aux détenus et au personnel pénitentiaire pour rompre la chaîne de transmission au sein de cette collectivité. Nous avons renforcé le dispositif de lavage des mains aux différents points d'entrée et dans les espaces. Nous avons mis en place un système d'élimination des déchets hautement sensibles au sein de cette collectivité et nous avons approvisionné le personnel en épis, en équipement de protection individuelle. En outre, le dépistage continue au sein de cette population carcérale. Et toutes les fois que nous procédons au dépistage, nous dotons ces personnes des masques. Tout cela pour prévenir et contrôler l'épidémie à l'intérieur de la maison d'arrêt de Conakry. C'est le lieu pour nous de remercier vivement le personnel pénitentiaire, celui soignant, les équipes de prélèvement et les hygiénistes qui accomplissent d'efforts pour rompre la chaîne de transmission de cette population carcérale. À l'attention du grand public, une fois de plus, lorsque vous constatez des signes en faveur de la Covid, appelez le 115 pour les conseils et orientations. Enfin, nous ne cesserons jamais de revenir sur les gestes et mesures qu'il faut pour se protéger contre la Covid, à savoir se laver correctement et systématiquement les mains à l'eau et au savon ou avec une solution hydroalcoolique. Porter correctement les masques devant toute autre personne pour éviter de se faire infecter ou infecter celui qui est en face de nous. Respecter la distanciation sociale et limiter au strict nécessaire les déplacements vers l'intérieur du pays pour ne pas exposer nos concitoyens à la maladie. Ensemble, stoppons le Covid-19.
À la maison centrale de Conakry, la population carcérale est également touchée par le coronavirus. 66 cas positifs sont notifiés parmi les détenus dépistés. L'implantation d'un centre de traitement sur les lieux a facilité la prise en charge des malades. Selon les médecins, les patients répondent bien au traitement et plus de la moitié des cas confirmés sont déclarés guéris. La situation est maîtrisée parce qu'en collaboration avec l'Agence nationale de sécurité sanitaire, nous avons eu à réaliser 457 dépistages. Sur les 457 dépistés, nous avons 66 malades. Ils répondent très bien au traitement parce que déjà il y a eu 47. Parmi les 66 malades qui ont été hospitalisés, ont été guéris. Donc vraiment c'est une lueur d'espoir pour vraiment la prise en charge au niveau de la prison. Même si le dépistage des 1400 détenus est envisagé, les autorités et les partenaires misent sur le renforcement des barrières sanitaires à la prison centrale de Conakry. C'est pourquoi le Rotary International vient appuyer le dispositif de prévention déjà mis en place par l'octroi de 2000 masques, de savon et de kits améliorés de lavage des mains. Le Rotary a initié une série d'actions pour accompagner les gouvernements face à cette maladie à coronavirus. Donc nous avons pensé à la maison centrale à cause des conditions que nous savons tous et la promiscuité. C'est une population très vulnérable. C'est en ce sens à cela que nous avons opté venir en aide à cette population carcérale afin de limiter la propagation. Et comme on l'a dit, c'est une phase d'une série d'actions que nous allons mener pour cette période de repos. Cette assistance réconforte les autorités de cette maison de détention qui souhaitent rompre au plus vite la chaîne de transmission de la maladie. Nous vous remercions au nom de la Direction nationale de l'administration pénitentiaire et de la réinsertion pour ce don de kits automatiques qui nous permettront de lutter efficacement contre cette pandémie Covid-19. Et cela nous prouve à suffisance aujourd'hui que les hommes là qui font l'objet d'une mesure privative de liberté ne sont pas abandonnés. Au jour d'aujourd'hui, honnêtement, on ne se sent pas abandonné. Aujourd'hui, les efforts déployés par l'ANSS et ses partenaires concourent au contrôle de la pandémie. Un défi qui passe aussi par le dépistage de l'ensemble du personnel de la principale maison d'arrêt de la capitale. Le projet d'exploitation minière Kimbo Bauxite offre à l'Agence nationale de sécurité sanitaire 60 000 masques, 350 thermoflash et 750 tenues de protection. Ce geste vise à appuyer les efforts du gouvernement dans la lutte contre le coronavirus. Le total de cette première contribution de notre consortium aux autorités sanitaires de la Guinée comprend 180 000 masques, 520 thermoflash, 950 tenues de protection. Nous présentons nos condoléances aux familles éplorées par cette pandémie et souhaitons une bonne santé au peuple de Guinée. Le ministère des Mines salue cette assistance au personnel soignant qui va permettre de renforcer les capacités des hommes de terrain. Le don est constitué en deux lots. Un premier lot pour l'ANSS, constitué de 60 000 masques, 360 thermoflash et 750 tenues de protection. Aussi, le deuxième lot, c'est l'assistance communautaire, c'est-à-dire les communautés riveraines du projet, à savoir Fria et Bofa. La pandémie est toujours présente dans notre pays, donc nous devons tous conjuguer des efforts pour appuyer l'ANSS, parce que plus on mettra les moyens à leur disposition, plus ils seront en mesure de lutter efficacement contre cette pandémie. L'Agence nationale de sécurité sanitaire a pour sa part loué les efforts du secteur minier dans ce combat avant de rassurer de l'utilisation rationnelle de ces équipements. Sous l'impulsion de M. le Président de la République, beaucoup de partenaires sont en train d'appuyer, mais il y a un accent particulier pour le ministère des Mines qui est au premier plan des donations dans notre pays. Et le don qui est fait aujourd'hui, à savoir les masques, les thermoflash et les tenues de protection,
viennent pour aider nos agents qui sont en première ligne. Ce sont nos équipes de terrain. C'est très très important pour protéger nos équipes. Ces biens seront utilisés à bon escient et nous remercions la compagnie Kimbo pour cette idée de penser aux autorités, surtout aux agents de santé qui sont au premier plan. Le consortium Kimbo Bauxite compte acheminer dans les jours à venir un lot de kits sanitaires dans les localités de Bofa et Fria. La valeur de ce don est estimée à plus de 3 milliards de francs guinéens. Distribuer des dates aux pays musulmans pendant le mois saint de Ramadan. C'est une tradition pour le Royaume d'Arabie Saoudite. Cette année, ce geste de charité a accusé un léger retard à cause de la pandémie Covid-19. Ces 200 tonnes de dattes sont destinées aux fidèles musulmans de la Guinée et de la Sierra Leone. اليوم التقينا بناء على توجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز. Nous nous sommes retrouvés aujourd'hui sur instruction du serviteur de la Sainte Mosquée, le roi Salman Ben Abdelaziz Al Saoud, pour la remise d'un don de 100 tonnes de dattes du centre du roi Salman pour le secours et l'action humanitaire destiné au peuple frère de la République.